Entre indignation, contestation et arrestation, il est de tous les combats. Mais au fond, qu'est-ce qui fait courir l'activiste? Sens et motivation d'un combat dans un contexte de mutation et de rapport de force tout azimut, explication, justification et argumentation. Dit Marius Sagna en toute liberté dans Objection. Ce sera ce dimanche 18 août 2019 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction animée par Bayou Marguet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Guy Marius Sagna, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Bonjour Bayo Marguey, c'est moi qui vous remercie de cette invitation. Bonjour à tous les travailleurs de Sud FM et bonjour à tous les fidèles auditeurs de cette radio pour qui nous avons énormément de respect pour le travail pour les libertés, le travail pour la consolidation. Que signifie la liberté pour vous? La liberté, c'est plusieurs éléments. C'est notamment vouloir que toutes les nuances, toutes les positions politiques, toutes les positions des différents groupes de la société civile puissent s'exprimer, que la contradiction en termes d'arguments puisse avoir lieu et que de cette contradiction-là, qu'on puisse essayer de trouver comment édifier un autre Sénégal, comment édifier une autre Afrique. Guy Marius Sagna est un homme libre. Guy Marius Sagna est un homme qui essaye, avec d'autres Africains, d'autres Sénégalaises et Sénégalais, de contribuer à l'émancipation de l'Afrique, à l'émancipation du Sénégal. Parce que sans cette émancipation-là, on ne sortira pas de la pauvreté et du sous-développement. Au fond, qui est-il notre invité de ce dimanche? À la base, travailleur social, diplômé depuis 2014, Guy Marius Sagna est sorti de l'NDSS. L'NDSS, c'est l'École nationale de développement sanitaire et social. Vous avez été coordonnateur du M23 de Tambacounda, recruté dans la fonction publique, puis affecté à l'hôpital de Sédhiou suite aux révélations de détournement à l'hôpital de Sédhiou. Vous vous êtes retrouvé à Dakar en juin 2014. Affecté dans un poste au CPRS, Centre de promotion et de réinsertion de Fass 2014, non aux APE devenu FRAPP d'aujourd'hui, la France dégage. Alors, il est de tous les combats, indignation, contestation, puis arrestation. Qu'est-ce qui fait courir? Qu'est-ce qui fait courir l'activiste? Oui, Guy Marius Sagna, d'avant arrestation, d'après arrestation, reste-t-il le même? C'est le même Guy Marius Sagna qui continue droit dans ses bottes à croire en ses convictions anti-impérialistes, en ses convictions panafricaines, en la nécessité d'un projet souverain à l'échelle africaine pour sortir nos peuples de la tragédie, du drame que constitue la pauvreté. C'est ce même Guy Marius Sagna qui aujourd'hui s'adresse à vous et parle aux fidèles auditeurs de Sud FM. Mieux, un Guy Marius Sagna qui est renforcé après ce qu'il a vécu depuis 30 jours, que seule la lutte libère, et cette lutte est aujourd'hui plus que jamais une nécessité. Alors, épuisé, l'êtes-vous? Épuisé parce que depuis ma sortie vendredi, je n'arrête pas de lire, je n'arrête pas de parler au téléphone, je n'arrête pas de me réunir avec les camarades pour savoir en fait ce qui s'est passé derrière moi, d'analyser la situation. Vous lisiez quoi? J'ai lu en fait toutes les dépêches, tous les articles qui ont été faits depuis 30 jours sur le FRAPP, sur la lutte en fait que nous avons menée depuis 30 jours pour m'extirper de prison, parce que c'est de cela dont il s'agit. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier tous les démocrates sénégalais, africains et du monde entier. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous, Baye Omar Gueye. C'est grâce à leur mobilisation que je suis ici. Qu'ils en soient tous remerciés, ces démocrates. La vie carcérale, pouvez-vous nous décrire aujourd'hui cette vie dont on parle? Alors,
je ne peux pas en dire plus parce que cet élément ou les éléments que j'ai sur la vie carcérale font partie du dossier qui est en cours et par respect en fait pour mes avocats, mais aussi et surtout par respect pour la procédure judiciaire qui est en cours, je ne peux pas trop m'épancher sur un dossier. Mais cette correspondance aussi. Parler de la vie carcérale. Oui, cette correspondance, avez-vous un lien avec cette correspondance? Parler... Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette correspondance? Omar Gueye, parler de la vie carcérale, c'est rappeler aux citoyens et citoyennes de ce pays-là que... Vous voulez pas parler de cette correspondance? J'y reviendrai. Une prison comme Rebeuss a été édifiée pour 800 détenus. Aujourd'hui, cette prison en compte plus de 2700, c'est-à-dire plus de 3 fois le nombre pour lequel cette prison a été construite. Cela est un scandale. Quelques anecdotes de cette vie carcérale. Quelques anecdotes. J'ai eu à croiser mon ami, mon frère, Khalifa Sall. J'ai eu à croiser... Comment l'avez-vous trouvé? Fort, digne, courageux, s'inquiétant plus pour les citoyens sénégalais, pour moi, que pour lui-même. Que vous a-t-il dit? La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a dit « Guy, j'espère que tu vas sortir bientôt ». Je lui ai dit « J'espère que vous sortirez très très vite ». Il m'a dit « Sortez d'abord, on s'occupera de moi après ». Voilà en fait l'homme que j'ai vu tout le temps habillé, tout le temps de blanc vêtu, tout le temps clamant son innocence, et les citoyens comme moi toujours dénonçant le 2 poids 2 mesures, le Kumba am ndey et le Kumba amul ndey, inacceptable en justice dans ce pays-là. Alors de ce point de vue, il y a une correspondance qui a fait l'objet de polémiques. Oui, Guy Marius Sagna, avec le recul, est-ce que cette correspondance est de vous? J'ignore cette correspondance. Ah oui? Pour l'instant, je l'ignore. Pour l'instant, dites-vous pourquoi pour l'instant? Pour l'instant, je l'ignore pour 2 raisons. La première, c'est que l'État du Sénégal a décidé de faire une enquête. Et cette lettre qui m'est attribuée fait partie de mon affaire qui est en cours. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère ne pas m'épancher sur un dossier. Et le contenu de cette lettre, partagez-vous les termes de cette correspondance, le contenu de cette correspondance? Ce qui se passe dans les prisons du Sénégal est un scandale by Omar Gueye. Cela doit être clair. Construite pour 800 détenus, Rebeuss en détient aujourd'hui plus de 2700. C'est un scandale. Cela est tout simplement inacceptable. La surpopulation carcérale ne peut plus durer. Qu'il y ait certains de nos concitoyens qui y sont depuis une décennie sans aucun jugement, cela est tout simplement inacceptable. Cela au moins, c'est un secret de polichinelle, et cela, d'autres citoyens avant moi, avant ma détention, le disaient. Avez-vous été maltraité? Je pense déjà que avoir été arrêté le 16 juillet 2019 pour avoir posté sur ma page Facebook qu'il était inacceptable que 59 ans après les indépendances, que les dirigeants de ce pays aillent se soigner, aillent mourir dans des hôpitaux de l'ex-puissance en fait coloniale. Cela, c'est mal me traiter. M'avoir attrapé pour chercher des motifs à me coller, cela est tout simplement maltraiter un citoyen comme moi, et cela est un danger pour tous les citoyens. Nous sommes tous en sursis dans ce pays-là. C'est cela que ça signifie. Oui, le chef d'inculpation alerte au terrorisme. Oui, vous ne vous reconnaissez pas à travers ce chef d'inculpation? Je l'ai dit. Je le répète, je l'ai dit à la gendarmerie, je l'ai dit au procureur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ne reconnais pas ce chef d'inculpation. Maintenant, la procédure est en cours. On verra ce que cette procédure-là donnera. Pour l'instant, je m'en suis sorti avec une liberté provisoire. Cela veut dire ce que cela veut dire. Le combat aujourd'hui, c'est que tout simplement, nous remportions la liberté définitive. Parce qu'il est inacceptable que dans ce pays-là, qu'on laisse planer sur la tête de nos concitoyens des épées de Damoclès, tout simplement parce que ils sont coupables d'aimer
profondément leur peuple, leur continent. Vous avez parlé de Khalifa Sall, mais il y a également Adama Gaye. L'avez-vous rencontré? À plusieurs reprises, oui, nous nous sommes croisés, même si que ce soit pour Khalifa Sall ou pour Adama Gaye, c'était très difficile parce que déjà les croiser, c'est ameuter en fait tous les gardes plutôt. Je n'étais pas en isolement, mais bon, c'était tout comme. Donc, parce que tout était fait pour que je ne parle quasiment à aucun détenu. Ah oui? Tout à fait. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Les conditions n'étaient pas faciles. Il fallait surtout pas que je voie des choses. Il ne fallait surtout pas que j'entende des choses. Parce que tout simplement, les anti-impérialistes que nous sommes utilisent tous les éléments comme acte d'accusation contre le régime néocolonial. Alors, sens et motivation d'un combat, notre invité Guy Marius Sagna. Dites-nous, Guy Marius Sagna, vous menez un combat par rapport à l'impérialisme, mais au regard justement de la situation actuelle, du contexte actuel, qu'est-ce qui explique justement ce combat aujourd'hui? Omar Gueye, nous sommes dans un pays, le Sénégal, où nous disons, en fait, ce sont les chiffres du gouvernement, que 54% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant 3 ans. Dans cette situation-là, impossible de créer des emplois durables. Dans cette situation-là, il est tout à fait normal que la jeunesse de ce pays n'ait aucun espoir et soit résolue à faire du Barça ou le Barça. Cette situation-là, vous ne pouvez pas la comprendre sans comprendre que le monde aujourd'hui est régi par des politiques néolibérales où il est imposé à des pays comme le Sénégal de s'ouvrir, de se transformer en souk, en marché, où tout qui provient du centre du système capitaliste doit se vendre et rien d'essentiel ne doit se produire. Si nous voulons inverser la tendance et donc baisser ce taux de mortalité de nos petites et moyennes entreprises, nous devons avoir un projet souverain où nos entreprises sont protégées. Et donc, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas le cas avec justement la politique économique actuelle du chef de l'État, avec justement le plan qu'il a décliné comme plan de redressement économique. Ce n'est pas le cas quand on signe les accords de partenariat économique où... Oui, mais que reprochez-vous au PSE qui justement est le soubassement de la politique économique du chef de l'État? Mais au-delà de l'étiquette plan Sénégal émergent, oui, il y a d'autres actes qui parlent beaucoup plus que cette étiquette. On signe les accords de partenariat économique qui donnent le droit à l'Union européenne de faire entrer des marchandises dont 75% au moins ne paieront plus de taxes douanières. Et par conséquent, vous allez augmenter le taux de mortalité de 54% dont je parlais tout à l'heure au niveau des petites et moyennes entreprises. Mais en plus, vous allez transformer votre pays en marché des produits faits par les multinationales. Et donc, vous allez être dépendant, vous n'allez jamais être souverain. Mais encore, quand vous dites que le franc CFA n'est pas une mauvaise monnaie, alors que tout le monde sait que ce franc CFA contribue, n'est pas la seule cause, mais contribue à la situation économique de ce pays, en faisant que ce franc CFA facilite les importations, en faisant que ce franc CFA rend nos entreprises, ou plutôt nos marchandises, insuffisamment compétitive sur le marché international, en faisant ce que nous appelons de la répression financière, parce que nos paysans, nos hommes d'affaires ne disposent pas de suffisamment de crédit. Comment voulez-vous développer votre pays avec ce franc CFA-là? Mais en plus, Omar Gueye, quand dans un pays comme le Sénégal, vous avez 65 candidats sur 100 au baccalauréat qui échouent, parce que tout simplement vous appliquez des politiques dont peut-être la plus grave a été le plan décennal de l'éducation et de la formation imposé par les FMI et la Banque mondiale dans les années 1995, avec les volontaires, les vacataires, formés au rabais, payés au rabais, et donc dispensant un enseignement au rabais. Eh bien, ce sont les fils du peuple qui sont entrés à l'école en 95, 96, 97, qui depuis 4 ans passent le bac et qui échouent aussi massivement. C'est cela la situation. Et donc, voilà le rapport entre les politiques qui nous sont imposées, qui sont des politiques de domination, qui sont des politiques d'oppression, qui ne sont pas des politiques basées sur nos besoins pour
satisfaire nos paysans, satisfaire nos petites et moyennes entreprises. Tant que ces politiques-là seront appliquées, nous ne sortirons jamais. Mon point de vue, de ne pas justement mener le combat de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait défaut? Voulez-vous remettre en cause les options initiées par les dirigeants africains? Où se situe le mal? Dites-nous, où se situe le mal? Vous savez, quand il y a oppression, il y a deux postures. On collabore ou on résiste. Oui. Or, je suis désolé de le dire, le président Macky Sall ainsi que d'autres, Ouattara, etc., ont fait le choix de la soumission à l'impérialisme. Se soumettre à l'impérialisme, c'est trahir son peuple. Mais comment? Mais en acceptant des politiques qui sont en adéquation avec les intérêts des multinationales de l'Union européenne, des multinationales. Mais on peut faire fi justement de cette mondialisation, c'est signer sa propre mort aussi. Bayomar, la mondialisation n'est pas nouvelle. La question est, quel type de mondialisation voulons-nous? Parce que nous également, nous ne pouvons pas en fait être la première partie du monde, de l'humanité, où les peuples vont se développer en se transformant en marché. Ça n'existe pas. Bayomar, il faut que les gens se rappellent que l'Angleterre, pour se développer, a protégé ses entreprises. C'est seulement quand elle s'est sentie suffisamment forte qu'elle s'est ouverte au monde. Elle a poussé le protectionnisme jusqu'à dire quiconque vendra du tissu en Angleterre qui n'est pas fabriqué en Angleterre, quand on vous attrape une fois, on vous coupera la main. Quand on vous attrape une deuxième fois, on vous prendra. Le protectionnisme anglais a été fait comme ça. Et c'est seulement après qu'on s'est ouvert au monde. Les États-Unis ont appliqué le protectionnisme. C'est seulement après avoir trouvé tout ce qu'il y avait de positif dans le protectionnisme et qu'ils ne trouvaient plus rien dans ce protectionnisme-là qu'ils se sont ouverts au monde. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi l'Afrique? Déjà, on peut commencer entre nous, pays africains. Oui. Cela fait 59 ans que le Sénégal est indépendant. C'est pas le cas avec la ZLECA? Pour la ZLECA, personnellement, je pense que la ZLECA n'est pas une bonne politique. Parce que la ZLECA n'apporte rien de nouveau. Le libre-échange, justement, c'est de cela dont il est question. Nous ne pouvons pas dénoncer le libre-échange qu'il y a dans les accords de partenariat économique, parce que c'est du libre-échange, et l'accepter tout simplement parce que c'est entre nous, Africains. Parce que c'est quoi l'essence du libre-échange? C'est de permettre aux gros poissons de manger le petit poisson. Ce n'est pas parce que le gros poisson, dans le cadre de la ZLECA, est noir et africain, que nous accepterons, que nous légitimerons que ce gros poisson noir africain mange les petits poissons africains. C'est la même chose. Le libéralisme, ce n'est pas bon pour nous. Nous pensons d'ailleurs, je pense profondément, qu'aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. Il est important qu'il y ait des intégrations, y compris économiques, mais basées sur la solidarité et la complémentarité, et non sur la recherche effrénée du profit. Parce que la recherche effrénée du profit, c'est les grandes entreprises écrasent les petites entreprises. La ZLECA, c'est le Nigeria peut aller au Niger et écraser le Niger. Pourquoi? Parce que le Sénégal a du poulet, irait vendre son poulet en Gambie et assassiner ceux qui font les agriculteurs gambiens. Ce n'est pas ce système que nous voulons. Nous pensons qu'il est inacceptable que l'Afrique du Sud aille écraser les entreprises du Malawi. Donc nous pensons que c'est solidarité et complémentarité. Mais je disais tout à l'heure, pour terminer, que nous pouvons même commencer la comparaison entre nous, pays africains. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il leur a fallu 3 ans pour sortir de la zone franc. Aujourd'hui, ces pays, quels que soient les indicateurs que vous prenez, ils dépassent de loin les pays membres de la zone franc. Ce que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ont réussi à faire en seulement 3 ans, nous, depuis 59 ans, nous n'avons pas suffisamment de techniciens togolais, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais qui puissent administrer notre propre monnaie. Nous avons encore besoin du grand frère français qui siège dans nos conseils d'administration de banque centrale, alors qu'il ne reviendrait à l'esprit de personne qu'un Africain puisse siéger dans le conseil d'administration de la banque. Mais en quoi est-il gênant? Mais c'est gênant parce que pour 2 raisons au moins. La première, c'est que le représentant de la France dans le conseil d'administration de nos banques centrales, il a le droit de vote et il a de fait un droit de veto. C'est-à-dire que il y a des décisions aujourd'hui
où il faut l'unanimité de ceux qui siègent dans nos conseils d'administration. Si tous les pays africains vont à droite et que le représentant de la France va à gauche, eh bien, il bloque parce qu'il n'y a pas d'unanimité. Mais rien ne s'oppose aussi aux pays africains de créer leur propre monnaie. On parle d'éco jusque-là. Voilà, rien ne s'oppose à cela. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Nous dénonçons l'actuel système qui pour nous est une oppression monétaire, c'est-à-dire le franc CFA. Et je disais tout à l'heure que si vous prenez un pays comme le Maroc, qui est sorti en moins de 3 ans de la zone franc à la fin des années 50, aujourd'hui le PIB du Maroc, c'est celui du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal réunis. Une des raisons, pas la seule, une des raisons, c'est parce que le Maroc a une plus grande souveraineté monétaire que nos pays africains de la zone franc. Oui, mais c'est pas la seule explication aussi. J'ai dit, c'est une des explications. Oui. Vous savez, le développement, c'est 2 leviers essentiels. Oui. Le levier monétaire, le levier budgétaire. Oui. Or, pour nos pays, concernant le levier budgétaire, le FMI et la Banque mondiale sont là. Donc, même le levier budgétaire, nous ne sommes pas souverains. Le levier monétaire, la même chose. C'est la France qui est là. Oui, mais quand sera-t-il de cette monnaie dont on parle, l'éco? Le premier élément à dire fortement, c'est que le processus menant à l'éco est un processus antidémocratique. Bayomar Gueye, où est-ce que vous avez entendu un débat au Sénégal ou dans un autre pays de la CEDEAO, un débat national sur l'éco? Vous pensez que c'est sérieux pour une question aussi importante que la monnaie, qu'il n'y ait pas de débat national dans ce pays-là, pour une fois, sur la monnaie? Or, vous savez que le franc CFA a été créé pendant la colonisation, donc on ne nous a même pas demandé notre avis. Il n'y a jamais eu de consultation, d'évaluation du franc CFA. Maintenant qu'on parle de sortir du franc CFA, c'était l'occasion rêvée pour qu'il y ait un débat, des consultations nationales au Sénégal et ailleurs sur la monnaie. Donc c'est antidémocratique. Or, je soutiens ceux qui disent que ce qui est fait pour moi, mais sans moi, n'est pas dans mon intérêt. Donc nous voulons, c'est pour ça que d'ailleurs, au niveau du FRAPP dont je suis membre, nous parlons de souveraineté démocratique, pas seulement de souveraineté économique. Nous pensons qu'il est grand temps aujourd'hui que les peuples soient les décideurs, soient souverains dans les décisions à prendre, y compris sur le plan monétaire. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler ce que disait en fait, comment il s'appelle, Tchoudiang Pouemi, il me semble, quand il affirmait que il n'est pas normal que la monnaie soit une affaire de spécialistes. Il faudrait que les peuples s'en accaparent parce que c'est eux les vrais souverains. Donc voilà le premier élément par rapport à l'éco, c'est déjà le processus antidémocratique. Le deuxième élément, c'est que nous avons l'impression que l'éco est une sorte de copie de l'euro. Or aujourd'hui, quand vous voyez la situation de la zone euro, où tous les peuples aujourd'hui n'en veulent quasiment plus. La France, qui est la deuxième économie de la zone euro, dit ouvertement, ses dirigeants politiques et économiques disent ouvertement que cet euro-là ne bénéficie qu'aux entreprises, qu'aux multinationales allemandes. Mais ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas une zone où, comme en Europe, la Grèce est écrasée, l'Italie écrasée. Nous voulons d'une zone où c'est solidarité et complémentarité. Oui, alors sur un autre registre par rapport justement à la dénomination, le slogan « La France dégage ». Pourquoi la France dégage? Pourquoi pas également la Chine dégage ou la Turquie dégage? Ou pourquoi spécifiquement la France, en sachant qu'elle n'est pas la seule présente quand même sur le territoire sénégalais en termes d'investissement? En réalité, quand le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, le FRAPP en acronyme, a lancé sa campagne, elle s'appelle toujours d'ailleurs, pour la souveraineté monétaire, France dégage. C'est notre campagne pour la souveraineté monétaire. Et bien sûr, quand vous parlez de monnaie au Sénégal, c'est la France, ce n'est pas la Chine, ce ne sont pas les États-Unis. Donc voilà comment ça a commencé et jusqu'à présent nous continuons à nous battre pour la souveraineté monétaire parce que sans souveraineté monétaire, sans souveraineté budgétaire, point de développement. Maintenant, oui, cette France dégage qui a commencé et qui continue sur le plan monétaire a été élargie par les citoyens lambda en disant que l'oppression économique française n'est pas limitée à la seule monnaie, notre autoroute à péage, ainsi que plein d'autres choses. Vous savez, je crois que c'est
Mansour Kama qui disait, et ça, ce n'est pas le FRAPP, qui disait, si le doing business ne doit servir qu'à dérouler le tapis rouge aux multinationales étrangères, en laissant la portion congrue aux entreprises en fait sénégalaises, ce n'est pas la peine. Mais ça, il n'est pas membre du FRAPP. Il n'est pas membre de France Dégage. Et ça suppose quoi? Que oui, que l'oppression n'est pas restrictive seulement qu'à la France. Oui, j'en viens. Oui. Là, j'étais en train de dire, et c'est l'occasion d'ailleurs que vous me donnez, pour dire, quand nous disons France dégage, nous ne disons pas Français dégage. Nous n'avons aucun problème avec les Français. Mais nous sommes opposés à cette politique néocoloniale de la France sur le plan monétaire, mais pas seulement sur le plan monétaire, y compris sur le plan sécuritaire, etc. Maintenant, nous sommes un front, comme son nom l'indique, pour une révolution anti-impérialiste. Nous sommes contre tous les impérialismes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les travailleurs de AIBD étaient en train de se battre, nous étions à leur côté. Pour dire, il n'est pas acceptable que le Sénégal soit une chaise turque ou une chaise marocaine. Parce que tout simplement, au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, nos entrepreneurs ont constaté que tout ce qu'il y avait d'intéressant dans cet aéroport-là bénéficiait aux Turcs, aux Français, aux Marocains. Donc, nous n'avons pas... Il y a une spécificité, c'est clair, qui est française, mais nous nous battons contre tous les impérialismes. Nous sommes contre Africom. Africom, c'est les États-Unis. Parce que nous estimons que les bases militaires étrangères ne sont pas en Afrique dans l'intérêt de la sécurité des Africains. Mais comment cela, vous avez vu ce qui se passe aussi à travers le continent africain, vous avez vu ce qui se passe au Mali, un peu partout, on est assailli de toutes parts, alors que quand on a besoin d'une certaine sécurisation, on fait appel à eux, après, voilà, on se dit, écoute, oui, libérer notre continent, ainsi de suite, alors qu'on n'est pas encore prêt, justement, à affronter les problèmes par et pour nous-mêmes. Il y a deux éléments à dire. Oui. Personnellement, et je suis totalement en phase avec le FRAPP France Dégage, nous ne pouvons pas avoir confiance en un État dont le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dit à haute et intelligible voix que le front Al-Nosra, qui est Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot. Nous ne pouvons pas avoir confiance en un État impliqué dans le génocide rwandais, la France. Nous ne pouvons pas avoir confiance pour notre sécurité, nous, Africains, en un État, la France, qui a massacré les Bamileke au Cameroun, les dirigeants de l'UPC. Nous ne pouvons pas avoir confiance en la France, qui a massacré nos frères algériens il n'y a guère longtemps. La France est ici pour ses intérêts. Certains diront, bon, elle n'a pas tort de le faire. Mais nous disons clairement, cette France-là, mais pas seulement cette France, les États-Unis avec Africom, qui ont bombardé Saddam Hussein, qui ont bombardé en mentant et en reconnaissant plus tard avoir menti, bombardé Kadhafi et d'autres, ces gens-là, on ne peut pas leur confier notre sécurité. Et Thomas Sankara disait que les peuples intelligents ne confient pas ce qu'ils ont de plus cher à des étrangers, ne confient même pas ce qu'ils ont de plus cher à des gens spéciaux dans leur propre pays. Alors à qui imputer cette responsabilité? Quand il y a oppression, il y a nécessairement collaboration et résistance. Nos chefs d'État ont fait le choix de la collaboration, de la soumission à l'impérialisme. Et ce n'est pas nouveau. Mais comment en sont-ils arrivés là alors? Vous savez, quel que soit le pays et le continent, mais en France, quand les nazis ont envahi la France, il y a eu des Français qui ont collaboré, il y a eu des Français qui ont résisté. Ce n'est pas propre aux Africains. C'est l'humanité qui est ainsi faite. Chaque fois qu'il y a oppression, que ce soit en France, au Japon, au Venezuela ou au Chili, vous verrez des Salvador Allende qui résistent pour empêcher que les États-Unis fassent de l'Amérique du Sud leur arrière-cour, d'accord? Et vous verrez des Pinochet qui accepteront d'être les sous-préfets des États-Unis dans leur pays. C'est ce qui se passe dans nos pays. C'était cela le cas pendant l'esclavage. C'était cela pendant la colonisation. Nous avons des Africains qui ont collaboré et qui continuent à collaborer. Maintenant, oui, c'est une question de rapport de force. Et maintenant, ce qui est à dire dans ce rapport de force, c'est que les résistants, les anti-impérialistes, les patriotes, pour l'instant, ils ont été minorisés. Ils ont été marginalisés. Mais la donne est en train de changer. Et nous pensons que la Chine avait été colonisée. Ce qui s'est passé, c'est que les patriotes chinois ont réussi
d'accord, à chasser les impérialistes et à appliquer un projet souverain. C'est ce que d'autres pays essaient de faire en Amérique du Sud, la Bolivie, le Venezuela. Parce que justement, ce qui se passe au Venezuela, c'est un rapport de force. Certains veulent faire du Venezuela un œuf dont il faut faire des omelettes, et d'autres disent non, nous ne voulons pas que notre pays soit cassé, nous voulons que ce pays grandisse, devienne poussin, devienne poulet. C'est la même tâche historique qu'ont les patriotes, les panafricanistes, les anti-impérialistes africains, résister pour un projet souverain.